parce que je l'ai vu passer, oui. Tiens, le ballon. Je vais me promener, peut-être bien. Tu as raison. T'as un téléphone pour prendre des photos? Jean-Jacques, si tu prends des photos pour le déchet, ça c'est Moi, je représente le Fonds social du Félicie. C'est des questions qu'on se pose en ce moment dans des commissions sectorielles. Évidemment, sur le respect de la parole, elle circule librement, équitablement, pas de dogme, on l'a dit, évitons les postures, mais enfin ici on est tous des éducateurs, donc globalement on va aller vite dans les faits. Je suis coordinatrice de programme d'études juives à l'Alliance israélite universelle. Je coordonne des programmes dont les programmes universitaires, mais surtout le SNEJ, section normale des études juives, programme d'études juives pour les jeunes adultes de 20 à 35 ans, donc un des publics dont on va parler aujourd'hui. Et je suis également résidente bénévole à la Moshe House, qui est un réseau international de maisons qui accueille des jeunes adultes également, cette même tranche d'âge, sur des programmes autour de la culture juive et d'identité juive. Voilà, pitch parfait. Ce que je veux dire aussi, c'est que je reçois souvent, surtout au lycée, des élèves qui arrivent d'école juive et qui sont renvoyés. Donc, du coup, ça nous permet de discuter. Je me demande s'ils vont s'insérer, est-ce qu'ils vont arriver à s'intégrer dans ma population. J'ai vu par exemple tout récemment, là en ce moment je suis dans un collège qui est très très hétérogène, avec tout type de population. J'ai vu une petite fille arriver d'une école juive très religieuse, avec une jupe longue, voilà, avec une physionomie qui ne correspond en rien avec mes élèves qui sont tatoués avec des piercings. Enfin voilà, elle s'est très bien adaptée. Donc j'étais contente, j'ai guetté et tout s'est bien passé. Troisième, 14 ans. Ce que je veux dire, c'est que quand je discute avec ces jeunes gars, et je ne sais pas si c'est possible, mais je me suis toujours demandé si les mouvements de jeunesse ne pouvaient pas aller dans les écoles juives, s'y implanter. Comme nous, dans les écoles laïques, nous avons, dans les établissements laïques, nous avons des associations qui s'y implantent. Bon, par exemple, je vous donne un exemple. J'ai une résidence artistique avec des comédiens qui s'implantent dans mon établissement. On travaille sur le développement durable avec des associations. Nous, là, en ce moment, nous faisons une fresque sur l'esclavage avec des profs d'histoire, mais aussi des associations. Ça apprend à nos élèves à s'écouter, à se connaître, à se respecter, à travailler ensemble. Et quand on construit une fresque, il faut réfléchir, on n'accepte pas forcément l'idée de l'autre, mais on s'écoute. Et voilà, tout ça c'est très important. Et moi je trouve que, par exemple, les seuls élèves qui à Neuilly fréquentaient les EI, c'était des élèves qui avaient connu les EI à la synagogue, parce que les EI étaient bien implantés, et que les EI étaient le Shabbat, ils faisaient des sorties, ils organisaient des choses, donc du coup, ils étaient volontaires, ils étaient partants. Je trouve que ce serait bien que les mouvements... Moi, j'ai été aux EI en 77, je suis partie en colo, j'ai été tous les week-ends, j'ai organisé l'Oneg Shabbat avec eux. Il faut être militant, il faut être dedans, il faut que ça soit dans l'endroit où l'élève est. Où est-ce qu'il est? Il est à l'école. D'abord, il est à l'école. Donc, je pense que c'est le mouvement de jeunesse qui devrait venir à l'école et qui... Si on les laisse rentrer. Alors, Si on les laisse rentrer. Oui, mais... Voilà, alors, si on les laisse rentrer, mais c'est le seul moyen. Beaucoup d'enfants, monsieur, ne vont pas à la synagogue. Je sais bien. Donc, où est-ce qu'ils vont tous? Ils vont tous à l'école. Et puis, dernière chose, je ne sais pas si ça existe dans les écoles juives. Dans les établissements laïques, nous avons ce qu'on appelle le CESC. Le CESC, c'est le Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, qui me permet de rassembler mes parents, d'organiser des conférences sur les réseaux sociaux, sur l'éducation à la parentalité, sur, voilà, de faire en sorte que les parents se retrouvent. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je fais des actions à l'intention des enfants pour qu'ils apprennent à se responsabiliser, à ce qu'ils s'écoutent entre eux, à ce qu'ils aient du respect entre eux, et aussi à construire quelque chose. Quand je vais, parce que j'interviens aussi parfois en école juive, je vais et je dis, il faudrait que vous fassiez ça. On me répond, on n'a pas le temps, on a les programmes. Donc je leur explique que
Pardon, j'ai pris beaucoup la parole, mais il fallait dresser le panorama. Alors, deux questions, parce que c'est ce que vous induisez. Une à Jérémy Haddad, dont le déploiement, des groupes locaux se fait dans les centres communautaires, dans les synagogues. J'ai presque envie de te demander pourquoi ça ne se fait pas plus que ça dans les écoles, puisqu'on parle de démarche volontariste, de faire knock-knock à la porte des directeurs d'établissement. Et la question au directeur de l'action scolaire, qu'est-ce qui fait qu'on se regarde comme ça un peu en chaîne, qu'est-ce qui fait que les écoles n'ont pas, d'une certaine manière, intégré cette solution de la pédagogie formidable et si vantée de l'éducation informelle? Jérémy. Je voudrais revenir, je pense qu'il faut élargir. Les enfants quand ils sont à l'école juive, d'abord il n'y a pas une école juive. Moi je les fréquente depuis longtemps, je les connais toutes, je peux me targuer de les connaître toutes, je suis allé dans toutes les écoles, je connais les directeurs personnellement. Il n'y a pas une école juive, il y en a 50, il y a 100 groupes scolaires, j'avais envie de dire, il y a 100 réalités. Il y a des écoles où il y a des mouvements de jeunesse, peu, c'est vrai, mais il y en a où ils sont accueillis, il y en a où ça s'est fait hier, ça ne s'est pas fait aujourd'hui, parce que le directeur a changé, et que celui-là, il n'est pas très porté sur l'éducation informelle, parce qu'il ne maîtrise pas. Et celui d'avant, il avait un bon souvenir de mouvement de jeunesse, alors du coup, il a fait un effort pour le développer. Et puis, il y a des problématiques différentes. D'abord, première problématique, la problématique du temps. L'enfant, il est à l'école juive environ 45 heures par semaine. Le dimanche, c'est les devoirs. Il lui reste le temps de libre, Shabbat. S'il peut dormir ou s'amuser avec ses copains, c'est ce qu'il fait. Il n'a pas envie d'être embrigadé. Mes enfants étaient à l'école juive, je les ai poussés dans les mouvements jeunesse. Moi, j'ai fait du scoutisme dans la jeunesse. Enfin, les EI, ça n'existait pas là où j'étais, mais je les ai poussés. Ils n'ont pas eu envie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient envie de ne plus être dans un cadre, d'être libre, de faire ce qu'ils voulaient, et encore je les poussais à aller un peu à la Sina. Mais tradition familiale sans que ce soit coercitif et plutôt encourageant. Il va vous dire, ah non, plus jamais. J'ai ouvert mon école le dimanche à des mouvements de jeunesse, j'ai retrouvé l'établissement dans un foutoir, pas possible. Or moi le lundi, les classes doivent être rangées, donc j'en veux plus. Il y a des histoires ratées, des rencontres ratées, et il y a des rencontres réussies. Ensuite, regardez, moi je veux bien, mais deux éléments. Il y a à peu près 35% des enfants juifs qui sont dans les écoles juives. Il y a 65% d'enfants qui sont même pas encore dans les mouvements de jeunesse, parce que dans les mouvements de jeunesse, je ne parle pas des EI qui est encore celui qui tient la route, mais les autres, il y a peut-être 5% des enfants juifs. Donc il y a de la matière. Premier constat. Deuxième chose, il faut arrêter de demander tout et n'importe quoi à l'école. Parce qu'elle doit répondre aux injonctions ministérielles. Elle doit répondre aux journées de la mémoire, de la solidarité, de l'écologie. Vous connaissez ça dans les écoles publiques comme nous. Il faut répondre aux injonctions de la mairie, qui a ses propres activités, son propre calendrier. Il faut répondre aux injonctions du Fonds social, y compris de la communauté organisée, c'est-à-dire la semaine de la Tzedaka, etc., etc. Mais aussi des institutions communautaires. Alors il y a le Magan David Adom, il y a, je ne vais pas tous, le KKL, qui fait plein de bonnes activités pédagogiques et que j'aime bien. Ah, tous les ils sont bien rentrés avec tout non, mais tout ça pour dire, l'école est le point de focalisation de toutes les envies et tous les désirs de la communauté juive. Mais je terminerai sur une chose, qui, pour rebondir un petit peu à ce qu'il y avait en haut, attention à ce que l'on fait par rapport en termes d'engagement. Moi je constate, et c'est aussi un engagement communautaire, même si ce n'est pas un engagement militant, il y a de plus en plus de jeunes qui sont, même après l'école juive, dans les synagogues. Dans la vie juive, dans les restaurants juifs, il y en a plein, ils sont là. On ne leur propose pas d'activité, mais il faudrait qu'on mesure cet engagement dans l'identité juive, qui n'est pas un engagement institutionnel. Il y a de plus en plus de jeunes qui sont dans des cours, dans des beth midrash informels, ralliés à n'importe qui et à n'importe quoi, et puis des choses bien, des choses moins bien, mais ils n'ont pas toujours la clé, ni les critères pour faire la distinction. Moi je voudrais savoir le pourquoi. Pourquoi on veut influer sur la jeunesse? Qu'est-ce qu'on veut faire avec la jeunesse? C'est une question importante à laquelle il faut qu'on réponde, parce que on veut quoi? On veut qu'ils soient tous en grandes écoles, on veut qu'ils soient je sais pas moi, des sportifs de haut niveau, on veut quoi? On veut qu'ils s'occupent des réfugiés, enfin, on veut quoi? Moi je vais vous donner une réponse, elle est complètement discutable, mais au moins, je veux dire, c'est une base de données sur laquelle moi je réfléchis, puis après on pourra tout... Mais il faut qu'on ait cette base-là.
La base, moi j'ai 3 choses. 1, je veux qu'il soit conscient qu'il soit juif et que c'est important d'être juif et de rester juif. Je veux dire, si on est là pour travailler sur la jeunesse juive, il faut qu'on se dise, il faut que les mecs ils se disent je suis juif et j'ai envie de rester juif. Ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'ils aient cette petite flamme qui leur dit qu'il faut qu'ils s'engagent. Et ils aient cette capacité de s'engager et de prendre des responsabilités. Et la troisième chose qui est liée à la deuxième, évidemment, c'est de dire je ne peux pas être individualiste complètement, il faut que je prenne part d'une certaine façon à l'avenir de ma communauté. Quand je dis communauté, ce n'est pas seulement juive, c'est plus large de la société et qu'en tant que citoyen, je suis aussi, je ne suis pas juste un individu, je suis globalement un peu plus large que ça. D'accord ? Par rapport entre les hommes et les femmes, évidemment, c'était un des axes, c'est toujours un des axes importants, fondamentaux de ma réflexion. Dans ma communauté, les femmes parlent peu, pour ne pas dire pas du tout. Voilà, donc ce sont les raisons pour lesquelles je me sens très motivée par cet atelier. L'autre chose qui m'intéresse particulièrement dans cet atelier, c'est l'idée des couples mixtes. Si j'ai un engagement à moyen terme et à long terme dans la communauté juive française, pour moi, il y a un vrai drame que je vois autour de moi, chez les gens que j'aime le plus, qui est la fuite des cerveaux juifs hors de la communauté juive et la fuite des cœurs juifs hors de la communauté juive. Et je suis entourée de gens qui ont été totalement structurés par leur expérience OSEID et qui ont des prénoms juifs, qui tous les vendredis font ses Shabbat, etc. Je suis la seule à avoir un métier juif. Autour de moi, je ne dis pas que tout le monde devrait être des rabbins, je suis très ravie pour eux qu'ils soient gynécologues et assistants parlementaires. Mais il y a un vrai enjeu sur comment est-ce qu'on fait pour que ces gens-là se sentent chez eux. Et je pense qu'il y a un des obstacles majeurs actuellement qui est est-ce que je peux venir avec la personne que j'aime, qu'elle soit un 50% juif, 0% juif, 100% juive, en ayant ces réticences vis-à-vis de Dieu, j'en sais rien. Mais la question de l'inclusion du partenaire, de se rendre compte que c'est d'un sujet beaucoup plus large. On parle d'inclusion de famille, on parle d'inclusion en fait, de part du camembert énorme, pour moi, générationnellement en tout cas. D'éduquer un public. Comment dire, la question la plus forte qui soit. Comment ? Vous vous entraînez pour nous couper les paroles. Absolument. C'est un rêve. Mais on ne va pas en parler de cette différence. Je rappelais que Juste un petit Raïm mot, Porcia avait cité Jean-Louis Aubert. Tombé un petit peu dedans il y a 3 ans seulement quand j'ai cherché un travail après mon master à l'INALCO. La différence, c'est aussi consistoires libéraux. Parce que dès que j'ai annoncé dans ma communauté d'origine assurelle, consistoriale, que j'allais travailler à Copernic, je n'ai plus vu certains élèves qui m'ont dit « mais là-bas on convertit même les animaux ». J'ai été très choquée, je n'ai plus revu cet élève. Cela dit, j'avais de très bons rapports et ça me semblait être quelqu'un d'intéressant, mais voilà. Donc je pense que c'est vrai que c'est dommage, on n'a pas le temps. La différence, c'est aussi de s'accepter tous, dans toute la globalité. Voilà, voyez-moi, je ne suis pas du monde pourtant libéral à l'origine par mes parents qui venaient du Maroc et d'Algérie, donc je suis plutôt de l'autre côté, donc avec vous. Mais moi aussi, je suis comme Amel Koubi, quelqu'un qui se sent bien quand elle peut, en effet, dresser des ponts et des liens entre les gens. Donc j'aimerais que ça aussi, ça puisse, si c'est possible, s'élaborer, je ne sais pas dans quel atelier, ça serait magnifique. Qui parlent, et ceux qui parlent dans l'enseignement, dans les synagogues, et ceux qui parlent à tort et à travers dans la synagogue. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que quand on professe à longueur de shiurim, à longueur d'explications talmudiques, Afilo Israël Shechata, Israël Hu, même un juif fautif, fauteur, c'est-à-dire même un juif qui est en désaccord avec une loi de la Torah, Afilo Israël Shechata, Israël Hu, il ne perd pas sa judéité. On postule que quel que soit le type, on ne parle pas de type particulier de het ou de avon, mais on parle de toute transgression à la Torah n'enlève pas le caractère juif à son auteur. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas enseigner à longueur de cours que ein mitzvah kala, eve zahir be mitzvah kala kebahamura, soit attentif à une mitzvah légère comme à une mitzvah importante et lourde, qu'il n'y a pas de schar mitzvot parce qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les mitzvot. On ne peut pas enseigner à longueur de cours que la transgression de la moindre mitzvah est équivalente à la transgression d'une autre et que être LGBT c'est comme... Non, on ne peut pas enseigner la théorie. Dans la théorie, on ne peut pas enseigner ça et puis faire en sorte que la transgression d'une loi de la Torah puisse rendre
coupable les gens de rejet de toute la loi. Donc il y a vraisemblablement quelque chose à améliorer dans l'expression des savants, l'expression des rabbins qui enseignent ces choses-là, mais qui n'ont pas peut-être le courage de traduire dans les faits, c'est-à-dire de traduire dans les faits que quelqu'un qui monte à la Torah, on ne lui demande pas, le jour de Kippour, on ne lui demande pas s'il a mangé quelque chose. Le jour, on ne fait pas monter à la Torah des gens qui sont Baal Keri, ou, excusez-moi, je rentre dans des questions particulières, mais... Traduisez, s'il vous plaît, comme ça va tout le monde à l'aise. Non, voilà, on ne demande pas des gens s'ils sont passés par le mikvé avant de venir à la tefila le matin. Baal Keri, il y a des endroits. C'est quelqu'un qui a fait l'amour à sa femme vendredi soir, qui va Shabbat matin, monter à la synagogue. Vous êtes trivial, mais c'est très bien. Bon, on ne demande pas ce genre de questions, donc la question ne devrait pas être... La question ne devrait pas être culpabilisée, en tout cas dans sa présentation. Elle devrait être, au contraire, l'extension d'un état d'esprit qui a longtemps été, y compris dans le Talmud, il y a des pages entières qui démontrent cette ouverture sur certaines discussions, sur certaines lois, sur la portée des lois, et il devrait y avoir aujourd'hui, au contraire, une utilisation de ces ouvertures-là pour simplifier les relations intracommunautaires. Ouais, mais même s'il y a la circonstance aggravante textuelle, donc voilà, je vous invite à, si vous le pouvez, poser aussi un diagnostic le plus complet possible. Alors, le maître du temps me dit, nous sommes... Je veux juste ajouter un Janine, mot. pardon. Pas d'uniformité. Il y en a qui s'appliquent à l'ARA très très strict, donc ils interdisent tout, absolument tout. Il y en a moins. Alors, ça dépend aussi avec quel public on a affaire. Tout cela rentre en compte. Et c'est un mouvement qui gagne. N'oubliez pas quand même que dans le Kol Nidre qui est I'm realizing that I'm not used to speaking when I don't understand 100%, so if I've said something off or I'm not speaking a thing, forgive me, but you tell me. It seems to me that I'm experiencing two different problems. First of all, I believe that at this point, I mean, it's one thing if we want to make a bit Knesset, let's say, or even a community that wants to hold every single standard, then by all means, make a community that holds every single standard, but make it consistent. Which means no mehalele Shabbat, nobody that doesn't go to mikveh for the nidah, nobody that doesn't eat unkosher, nobody. And if you can check and find and see and still get a minyan, but the problem is that if you can't do that, once we start to say this avera is okay for me and that avera is not okay for me, especially in a world like this, and I think that this is important, we live in a world where everything is miscellaneous. What I mean by that is, we used to, I think the people in this room, the majority of the people in this room, you remember what it's like to go to a library, yeah? But you have to remember what it's like, because our children really don't go to libraries. They go to Google. I remember my oldest son is now 22 years old. When he was in 13 years old in school, right, exactly, right. This never happened to 20 years ago. When he was in 13 years old in his school, his teacher gave him an assignment. He had to do an assignment that he could not use the internet. So I had to take him to the library, and he almost had a nervous breakdown in the library. He couldn't understand, what to do. Why? Because what the library did for us. This is just an example. It's just an example. It's not the whole world. It created and presented to us external context, standards, right? So the library decided for us how we categorize information. We had to deal with their categorization, not what we thought. And that's gone today. What we have in the age of the internet is information. And it's just a question, how do I hashtag the information? Right? What do I think it is? Yeah? And that means that everything around us, our children and society, is developing in a world that is miscellaneous. There are no external objective categories, which makes it that much more difficult for I will speak for myself, for a person who is trying to teach a framework of Torah, which provides meaning, right? It's a framework that provides meaning on details. Details on their own have no meaning.
They only find meaning within the context that they're presented. So I am trying to present a context. But I also have to realize that the world that I'm living in is living miscellaneous. So if I'm not going to be consistent, right? If I'm going to say, listen, when you come into synagogue, and this is our tradition for the Sfaradim, at least, definitely the Spanish and Portuguese, our tradition is, I'm not asking you whether you drove to Beit Knesset or you didn't drive to Beit Knesset. Even if I probably know that you did. As a matter of fact, even if I go outside, I see you get in your car, when you leave, I'm not asking you. Not because I prefer you to come to Beit Knesset, but because when you do come, I have the responsibility of teaching you Torah. And if I reject you, then I've already made the decision that I'm not teaching you Torah. And you have no connection to the Torah. So how am I supposed to make a differentiation between the person that is sleeping with the wrong person or the person that is driving a car when they come into the Beit Knesset and give them an aliyah to the Torah or to give them to say the Zmirot or something of that nature? I don't think that we have the ability today anymore to be able to say these are the standards and that is it. And that causes problems for many levels, because even if it's not halachic, right? Like I said, my community is 350 years old. I still wear a top hat on Shabbat. They don't want me to take it off. Why? Because this is the so that's a question. That's one thing, and I think that we have to be very careful about that. And the reason why I think we have to be very careful is because human beings, and certainly our children, detect in an instant when we are not faithful and consistent. And they no longer, in this world, because they don't have to deal with external contexts, they can call their own Uber, they can call their own car, they don't have to go to the company and deal with how it is. They can do what they want in 10 different ways. Then I don't need the synagogue. I can do my own spirituality. I can do my own thought. I can do my own approach to God. You don't have to tell me how I should come. That's the way that it is, and we lose them like this. So that is one thing that I'm very concerned about. And I realize that we have to embrace people. Les rabbins ne sont pas des très très bons communicants. Et donc je pense que il y a autant de rabbins en fait que de communautés qui désirent de rabbins. À peu près, même peut-être plus. Et je pense que quand vous vous interrogez sur quelles sont les compétences que je dois choisir par rapport à d'autres, évidemment, ça dépend de ce que désire la communauté, et ça me semble être quelqu'un qui a toutes ces compétences et toutes ces qualités-là, quelque chose d'extrêmement compliqué. Moi-même, par exemple, je suis allée dans la direction de l'enseignement, beaucoup plus que dans la direction communautaire. Évidemment, à travers mon travail d'enseignante, j'accompagne des personnes, je fais des mariages, j'accompagne des personnes dans la vie de ce qu'on appelle le cycle de la vie, si on veut. Mais ça, c'était un choix personnel que de ne pas avoir de communauté. Ça pourra venir. Je pense que la priorité de ce que doit être un rabbin, c'est quelqu'un qui considère qu'il n'est pas une autorité, mais quelqu'un qui est au service des gens. Et quand on parle de formation rabbinique, je crois qu'on doit parler à la fois de connaissances, et les connaissances, je pense qu'elles sont à la fois des connaissances de Gemara, de Halakha, et des connaissances juives qui soient très poussées, mais aussi des connaissances de toutes, des connaissances culturelles générales. On est dans un monde où on est à la fois issu d'un monde de valeurs juives et d'un monde de valeurs universelles, et il faut savoir, on est en fait le tissage entre toutes sortes de valeurs, il faut savoir les reconnaître et les exprimer. Et peut-être que des fois, quand on ne trouve pas le bon rabbin, je ne sais pas, c'est une suggestion, mais peut-être qu'en fait on devrait scinder, on pourrait scinder le nombre des types de fonctions, suivant les qualités, les compétences de chacune de choses. C'est ma première question. À Paris, avant de quitter bon gré mal gré. Ma femme fait aussi partie d'un fellowship en ce moment qui rassemble énormément d'étudiants rabbins de toutes les dénominations. Donc ça nous permet d'avoir une vue un petit peu globale, une vue d'ensemble sur les programmes différents aujourd'hui, de ce qui peut se faire dans les différentes écoles rabbiniques. Et je pense que c'est un petit peu ma principale raison aujourd'hui d'être là, pour avoir un regard de l'intérieur, de dire voilà, je suis en train d'être formé rabbin.
voilà les matières que j'ai, voilà ce qu'on donne, voilà comment on organise, voilà à quoi ressemblent les rabbins qui sortent des institutions orthodoxes, des institutions modernes orthodoxes, des institutions conservativement assorties, des institutions libérales, voilà à quoi ça ressemble et voilà quels sont les besoins. Je rebondirai, je pense que je partage à peu près tes observations. Par exemple, dans ce que je vois aujourd'hui dans mon école rabbinique, la plupart des rabbins qui sortent aujourd'hui des écoles rabbiniques aux États-Unis, dû au fait que les communautés sont énormes, qu'il y a 2-3 rabbins de communautés, mais qu'il y a aussi des campus américains. Et en fait, être rabbin, on peut se diriger dans l'éducation, on peut se diriger, la plupart se dirigent dans l'éducation ou dans ce qu'on appelle le pastoral care, le pastorat. Ils sont là dans les hôpitaux, dans les prisons, même à temps plein aux États-Unis. Donc la plupart ne sortent pas pour être des rabbins de communauté. Et chacun va utiliser ses compétences, ce qu'il a appris de manière différente. On a des cours de pastorat, on a des cours de Torah, on a des cours de Talmud, on a des cours de philosophie, et chacun après utilise certaines des compétences qu'il a prises plus que d'autres. Et je pense que c'est aussi à ça qu'il faut réfléchir. Toutes les communautés sont différentes, tous les besoins sont différents, et le fait d'avoir peut-être une vision un peu trop étroite ou exclusive de ce que doit être le rabbin, de ce qu'est un rabbin, en fait ne va pas dans le sens de susciter des vocations. Peut-être que l'idée d'ouvrir un petit peu le métier de rabbin, enfin là où je suis c'est peut-être l'extrême inverse, parce que être rabbin c'est quelque chose de quasiment commun. Mon propriétaire de mon appartement a reçu 3 smichot, dans les synagogues où je vais, les gens sont tous des rabbins. Peut-être que le fait d'ouvrir un petit peu le métier de rabbin, de dire voilà, on peut être rabbin, mais rabbin ça ne veut pas forcément dire être le rabbin de la communauté, ça peut vouloir dire juste être là pour les malades, ça peut vouloir dire être présent être directeur d'école. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire dans l'ouverture de cette vocation. Après, j'ai énormément vous avez lu ma circulaire sur mon rapport sur l'état du séminaire actuel, et le programme, j'ai devant moi aussi les programmes de tous d'une bonne partie des séminaires rabbiniques. Je pense qu'on va pouvoir discuter un petit peu de ça ensemble. Merci. Okay, je suis Michel Cohen-Théologie, je suis président de la communauté de Marseille. Comme vous le savez, la communauté de Marseille est une grande communauté, c'est la deuxième communauté de France, 80 000 juifs, je pense qu'il y a 100 000 juifs en fait. Et j'ai bien entendu ce que Eric vous a dit, parce que nous, présidents de communauté, notre casse-tête, c'est le rabbinat. En fait, on s'inscrit dans un judaïsme particulier en France, qui est un judaïsme consistorial, qui est une chance, je pense, pour les Juifs de France. Et une chance extraordinaire qui a permis aux Juifs de France de se maintenir ici en France, de se développer, et de développer des communautés florissantes. Et à travers ce montage, on a une direction un peu bipolaire de ces communautés, avec un rabbinat, et puis on va dire l'autre côté laïque, même si les présidents ne sont pas toujours des laïcs, ils peuvent être très observants, qui sont là pour organiser le rabbinat. Et le cassement de tête que tu viens d'évoquer, évidemment, et le cassement de tête que j'ai à Marseille, peut-être de façon un peu plus importante, et je pense qu'il doit être encore plus important à Paris. Alors, est-ce que vous en avez trop peut-être? Voilà, ou peut-être pas assez aussi. Non, mais on ne trouve pas. Et le problème, c'est qu'on ne trouve pas. Comme toi, on est confronté au problème de trouver des rabbins. Et bon, après, on parlera sur la formation des rabbins. Bon, après, entre l'offre rabbinique et les besoins, il y a un décalage, mais ça, c'est pas sûr qu'on va le traiter ici. Aujourd'hui, la question que vous me posez, c'est quelle est l'idée dont se fait du rabbinat. Maintenant, il faut revenir peut-être à l'essence des choses. Un rabbin, c'est la Torah. Le rabbin, c'est le rituel. Le rabbin, c'est celui qui va faire la transmission des textes. Un rabbin, c'est aussi, ce que vous avez évoqué, à mon sens, c'est aussi un homme attaché à sa communauté, un homme qui s'est rassemblé, un homme qui s'est fédéré, et à mon sens, et d'aller porter un message et d'aller chercher ces juifs qui sont sur le bas-côté. Et qui dépasse
dépasse l'objet de ce forum, c'est le problème de financement. Monsieur l'administrateur, donc il y a un problème important, le problème de financement de la fonction rabbinique et de payer des rabbins. Mais effectivement, ça dépasse le cadre de cette... Parce que le bénévolat n'existe pas, je le dis juste par rapport à notre ami, on en discute en aparté, donc je me permets de le dire. Quand on dit le rabbin vient, puis il ne se fait pas payer, il est extraordinaire, c'est génial. Non, parce que je voulais le redire. C'est pourquoi je disais ça, c'est-à-dire que pour avoir la même image, il faut que le consistoire... Non mais ils sont payés quand même, ils se font payer quand même, mais par d'autres biais et par d'autres biais qui ne sont pas ceux sur lesquels nous pouvons nous fonctionner en termes de l'institution, c'est absolument impossible. Il faudrait que le consistoire, qui n'ont pas de moyens, puisse financer justement des clés pour le problème, c'est un problème de moyens et financièrement, c'est... Alors que l'Obabis a les moyens de les financer. Oui, et je faisais une parenthèse là-dessus. Mais juste pour revenir sur ce que vous dites, M. Benaï, il y a deux questions complémentaires. Premièrement, il y a la vocation rabbinique. Ça, c'est pour ceux qui intègrent l'école rabbinique après le bac, ou en tout cas pour les étudiants qui veulent embrasser la carrière rabbinique. Là, on a un problème, c'est qu'effectivement, c'est pas un métier, entre guillemets, c'est une vocation, en réalité, et que c'est une vocation qui n'est pas tellement promue pour que des jeunes étudiants qui arrivent après le bac, ils ont envie de devenir faire de l'informatique, du droit, médecine ou je sais pas quoi, mais ils n'ont pas nécessairement envie de se dire « moi je vais être rabbin, je vais rentrer aussi ». C'est pas la formation qui est pas disponible. Excusez-moi, mais j'ai une quinzaine d'histoires en tête de personnes qui ont fait parfois même les 5 ans au séminaire et qui ont refusé le diplôme à la fin. Il y a des rabbins que je connais qui ont plus. C'est pas qu'un problème de vocation. La crise aujourd'hui des jeunes, il y a quand même une crise de vocation aujourd'hui. Parce qu'on peut effectivement aller plus dans le programme du tiers, on va envoyer un document. Mais je crois que le premier outil, ça n'a pas été évoqué là, mais à mon sens c'est très très important. Le premier outil que doit avoir un rabbin, c'est de savoir penser en juif. Et ça a l'air évident, ou peut-être qu'on ne comprend pas ce que je veux dire par là, mais on ne se rend pas compte, vivant dans un environnement chrétien, disons, des façons de penser de l'environnement. Donc la première chose, c'est d'apprendre à penser, et pour apprendre à penser, il n'y a pas d'autre chose que l'étude du Talmud. L'étude du Talmud va apprendre à réfléchir à un problème, non pas de façon conceptuelle, non pas de façon idéologique, mais en examinant de façon discursive et de façon dialectique, en examinant tous les côtés d'un problème. Hein? Et je ne dis pas qu'il faut transformer le SIF en yeshiva, parce que ce n'est pas une question de quantité, mais il faut, sans ingurgiter des sougiotes et des sougiotes, mais acquérir cette gymnastique intellectuelle. Discuter différents points. On va lire également la charte du Guillaume qui apparaît sur le site du consistoire, parce que là-bas, j'ai vu ça hier soir en fait, toute une charte. On va essayer de voir en fait quelle est l'orientation, parce que vous allez voir, il y a une orientation très claire déjà dans la façon dont c'est formulé sur le site. Ensuite, le Rav va nous présenter son approche. On va débattre, on va vérifier les différents modèles de Guillaume qu'on a sur le terrain et dans le monde de la halakha. Et on va tout simplement après travailler en termes de stratégie dans chaque endroit, quels sont les avantages et quels sont les inconvénients de chacune des guichottes. Avec des propositions concrètes. Avec des propositions concrètes, évidemment. Du forum Guillaume. C'est un forum qui a été créé à l'initiative d'Emmanuel Bloch et d'une autre jeune femme que j'ai rejoint rapidement, où l'idée c'est de faire un forum comme il en existe en Amérique du Nord, des forums où les personnes qui sont candidates à la conversion ou qui sont converties, qui sont en processus, peuvent venir chercher des informations et surtout échanger des expériences avec des gens qui sont dans la même situation que eux, plus ou moins. C'est un forum qui a été créé en 2012, qui vient un peu moins à l'heure actuelle, mais qui a, ici de mémoire, je dirais au total, j'ai un peu regardé les statistiques, on a eu 800
comptes qui ont été créés depuis 2012 sur ce compte-là, sachant bien qu'il y en a environ la moitié qui sont réellement actifs, avec une centaine de participants qui ont posté plusieurs messages, au moins un message. Ça, c'est le premier constat. Alors, hier, on a un peu avancé sur le sujet. Mais concrètement, donc le grand rabbin, nous avons la prétention de nous occuper des communautés, et donc nous devons mettre en place des process de conversion. Alors, moi, je n'ai pas de réponse. J'ai beaucoup de questions, mais je n'ai pas de réponse. Quand je dis réseau, c'est pas méchant. Non, ça veut dire non, que il y a pas. beaucoup de Marseillais sont attirés par Barcelone. J'ai toute ma Non, famille il y a à Marseille, quelques- je connais bien ce qui se passe. il y a quelques Il faut dire la Marseillais. vérité, M. Teledi, je pense là-dessus. Parce qu'on me critique, mais moi, je n'ai pas cherché ces gens-là. Les gens, ils viennent chez un bédine. C'est comme quelqu'un, il vient chez un médecin. Ce n'est pas le médecin qui est parti chercher son patient. Le patient, docteur, j'ai mal à la dent. Ce n'est pas la dent qui est Non, mais cherchée. Rav Bachen, moi, en partant du constat de dire il y a des Marseillais qui vont aller se convertir dans d'autres réseaux, j'ai dit mais pourquoi? Légitimement, il a dit Est-ce que pourquoi. nous, on fait ce qu'il faut à Marseille? Parce que, mais là, mais C'est normalement, pas- vous ne c'est devriez pas ma pas, faute. vous C'est devriez pas pas ma faute. exister si on faisait notre boulot. Mais Mais c'est- moi, Rav c'est... Bachen, il n'a pas dit que c'était ta faute. Il Non, explique je sais. le Ça veut dire, processus de- ça veut dire qu'il y a un process. Alors, aujourd'hui, j'ai terminé. Et vous avez le Rav Mimoun. et le Rav Mimoun, comment vous considérez les guillemets du Rav Mimoun à Marseille? Le Rav Mimoun, je crois que je n'ai pas besoin d'en parler ici, tout le monde le connaît. C'est une grande autorité. J'ai besoin de dire aussi. Et vous, en tant que consistoire? Que c'est mon rap. Oui. Donc je suis dans une connaissance pleine du dossier. J'ai été avec le Rav Mimoun dans de nombreux endroits, en Israël, dont on a parlé avec le Rav. Donc c'est moi qui procède à toute l'inscription de toutes les familles. Donc c'est vraiment un tissu, je trouve, d'une partie de la société française, enfin juive, que vous ne connaissez certainement pas ou peu, puisque ce sont tous ces juifs qui ne sont pas répertoriés, qui ne fréquentent pas les boucheries, les traiteurs, bref, donc tout un peu ces gens qu'on a du mal nous-mêmes à aller chercher et qui ont des trajectoires assez fabuleuses quand même, voilà, avec aussi une petite partie de mariage, voilà, où en effet il y a le papa qui n'est pas juif, la maman qui n'est pas juive, les grands-parents qui arrivent, donc beaucoup de cas et d'histoires très émouvantes, très intéressantes qui moi m'ont fait m'attacher. Et voilà, on est dans un respect des gens. Voilà, moi j'étais plutôt de l'autre côté, c'est-à-dire, enfin de l'autre côté, vous voyez, c'est ça, on est de l'autre côté, c'est-à-dire dans le monde consistorial, à Suresnes, la mairie de ça, désolée, je ne la supporte plus, je ne peux plus aller à Suresnes, donc je suis très triste parce que je ne me reconnais pas non plus dans les orgues à Shabbat de Copernic, mais bon, je vais bien finir par trouver un peu ma place puisque je suis sur un pont, donc j'imagine que je suis en train de le traverser, je vais bien finir par trouver ma place. En tout cas, les jeunes filles qui montent à la Torah, désolée, j'espère me choquer quand même, enfin j'imagine que je vais vous choquer, elles sont à l'égalité avec les garçons, elles font les prières de Shabbat à Copernic, l'allumage des bougies, c'est leur rôle à elles. Pour le reste, elles montent à la Torah. On n'est pas au MJ avec Delphine Orvilleur où elle met la kippa, les téphilines et le talit. Mais néanmoins, je vois des familles, voilà, elles sont à l'égalité. Celles qui veulent lire la Tara, lisent la Tara. On est vraiment dans un respect et des origines. On ne pose pas de questions, on ne ostracise pas les gamins. Si le gamin va dire moi, ma maman, moi, mon papa, on est là, on dit oui, très bien. Et on continue notre dans le respect. Merci. Je suis Bithia Rosengoldberg, je suis rabbin, enseignante à Tachman, à Rosenberg. Je crois que ma recherche qui commence à l'adolescence, c'est une recherche qui en fait va interroger la place de la femme en tant que corps, en tant que présence à l'intérieur de l'espace synagogal et à l'intérieur de l'étude juive, quelle est ma place à l'intérieur d'une tradition qui m'a été transmise par mes grands-parents, mes parents. Et comment moi aussi je deviens un chaînon à l'intérieur de cette chaîne de transmission. Je crois que la recherche aujourd'hui, ou le cœur de ma réflexion, tourne autour de comment créer, comment exprimer, comment construire un judaïsme halachique dans un monde qui est un monde égalitaire, parce que qu'on se dise féministe ou qu'on ne se dise pas féministe, on vit aujourd'hui dans un monde qui a déjà fait sa révolution féministe. Et le fossé qui existe entre
ce que je vis à l'extérieur, de ce que je vivais à l'extérieur d'une synagogue et ce que je vivais à l'intérieur de la synagogue quand j'y rentrais, le fossé, enfin, la différence de statut et de place que j'avais entre l'extérieur et l'intérieur, je crois que c'est vraiment ça le moteur, le trigger en fait de... Dans le judaïsme de demain, donc je suis aussi un peu là pour elle. Et la dernière chose aussi, c'est que, alors moi j'ai une pratique qui est un peu, entre guillemets, schizophrénique, donc je rejoins assise au même niveau que les hommes. Là, on a dit jusqu'à 11h30. On a une heure. On a une heure. C'est ridicule. C'est pour ça qu'on se partage. On a les deux thèmes plus celui du guet. Alors, est-ce qu'il y a des gens Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait un groupe guet? Non. Non, on ne dérange pas qu'il n'y ait pas de groupe et qu'on parle 5 minutes à la fin. On peut le mettre dans la préparation. J'ai pas de problème. C'est mieux d'avoir 3 groupes parce qu'on est quand même beaucoup. On est beaucoup. Alors, on va l'inclure dans la préparation. Mais si c'est pour faire un groupe de guet avec 3 personnes, c'est pas la peine. On va faire un groupe guet et mariage. Et européenne pour défendre la bataille mutuelle, la Shrita, donc France et Europe. On avait été confié par le Grand Rabbin de France, plusieurs Grands Rabbins de France successifs, et également par le Conseil des CER, le Conseil des rabbins européens, auquel appartient également le travail WEC. Voilà, donc le thème évidemment est passionnant, puisque de nos relations avec les autres obédiences dépend aussi, et peut-être on va en parler, de notre position, j'allais dire politique, comme étant représentant exclusif, ou seul, ou plus exclusif du monde juif en France et en Europe. Donc il y a vraiment un enjeu politique majeur et important. Du judaïsme en France et du positionnement de l'ensemble des acteurs du judaïsme. Je m'appelle Yves Bounand, je suis le président du consistoire de Toulouse. Alors, on a fait les EI, mais je suis quand même arrivé là. J'ai pas reçu les 4 Christ. British young people that are really open to that kind of thing. There's a small niche, but I'm wondering, like, is it more in the culture, in the French culture, that they feel? I'm asking. No, I'm wondering. Because, and I could only be seeing one kind of small thin line of them, but I find it to be that they're more open to accept, like it's almost as though they recognize that as being religious. And that's what it means, they're much more open to embracing. Is that true or is that a misunderstanding on my part? Oui, je crois que, je crois que là il faudrait un débat complet parce que c'est un débat historique. On est au DEJ, il y a 250 gamins. Et voilà, on est en plein studio et on pose les questions à Chaim Corsia. Tous ceux qui venaient de l'école juive, quand est-ce que va être construit ou reconstruit le 3e mètre après de la casuistique de partout, cette fameuse superstition. Les questions de ceux qui n'étaient pas en école juive, c'est monsieur le rabbin, quand vous vous rasez le matin, à quoi vous pensez, quel est le poids de votre vocation, de votre sacerdoce, etc. Donc il y a quand même, je ne vais pas encore une fois accabler l'extraction de l'école juive, mais on est tombé sur de la casuistique qui d'ailleurs a rendu mal à l'aise le grand rabbin, qui ne voulait pas commencer à donner des règles d'orthopraxie, mais c'était quand même frappant. D'ailleurs les captations, on l'a passé sur RCJ, on en a pris que la substantifique moelle, mais moi j'ai été gêné. J'ai été gêné de voir que l'école juive produit effectivement de... et reproduisent l'éducation qu'ils ont eue à la yeshiva et pas forcément qui correspond aux élèves qu'ils ont en face d'eux. Okay. Je ferme cette parenthèse. There is a part of the Jewish youth that cannot reconcile itself with the magic. Right. And the issue is that there is no place for them within Orthodoxy. So, And the reason I say that is because, I mean, and again, it's only connected. The reason I say it is because when I see the young French Jews coming to London, they gravitate towards... De séfarades ici, oui, peut-être que le fait que les séfarades, notamment beaucoup les Marocains, ont des traditions, par exemple, de pèlerinage, des tzadikim, ont une pratique de ce genre de manifestations qui sont folkloriquement intéressantes, sociologiquement intéressantes, mais qui sont du point de vue de la force religieuse extrêmement délétères sur les résultats.
Maintenant, je ne compare pas est-ce que c'est les Tunisiens ou les Marocains qui sont plus cachés de la... Vous épargnez les Ashkénazes, c'est bien. Attendez, les Algériens, non, mais j'ai épargné. Non, mais d'accord, mais on va vous égratigner. Ah, quand même. Bon, n'oublions pas quand même que jusqu'à la fin du 19e siècle... Mais j'ai une femme marocaine, attention. Jusqu'à la fin du 19e siècle, les Ashkénazim étaient eux aussi confrontés à ces questions de respect des Hachamim et des Tzadikim, et que le mouvement chassidique s'est organisé autour de grandes figures emblématiques qui ne pouvaient pas être contestées. Bon, vous connaissez toutes ces figures chassidiques qui ont fait l'arrière-fond du judaïsme américain d'aujourd'hui. Il ne faut jamais oublier ça. Maintenant, les Américains se sont peut-être extraits de cette influence arrière. Les Juifs de France finiront par le faire. Les Juifs du Maroc ne sont pas plus arriérés que les Juifs de Pologne. Ce n'est pas le problème. Maintenant, je dirais quand même que vraiment le danger, effectivement, se situe dans la mort, mais c'est la mort de quoi ? Si j'ai bien compris ce qu'a dit le rabbin, j'ai oublié son nom. Si j'ai bien compris, je pense qu'il faut remettre une dimension historique et un fil historique à cette question de l'orthodoxie. Lorsque l'orthodoxie a été discutée, elle s'est discutée dans l'époque talmudique, elle s'est discutée sur 3 siècles et demi, et elle a été le résultat d'une réforme